le Japon vient encore de vendre massivement des bons du Trésor américain. Mais cette fois, l'opération a été d'une telle ampleur qu'elle a provoqué une perte de 1 700 milliards de dollars sur les marchés. Réaction immédiate de Trump, un démenti public, une panique en coulisses et surtout une agitation fébrile qui pourrait bien redessiner l'avenir financier des États-Unis. Alors, que se passe-t-il réellement ? Pourquoi un allié historique comme le Japon retire-t-il soudainement son soutien au dollar américain ? Et surtout, est-ce le début de la fin pour la monnaie la plus puissante du monde ? Une chose est sûre, le Japon n'est pas un acteur marginal. C'est la 4e puissance économique mondiale. Et pendant des décennies, ce pays a été l'un des partenaires financiers les plus fidèles de Washington, achetant la dette américaine avec une régularité presque automatique. En janvier 2025, le Japon a réduit ses avoirs en bons du Trésor de 119,3 milliards de dollars, la plus forte baisse trimestrielle depuis 2012 selon les données du Treasury International Capital, ou TIC. Autrefois premier créancier étranger des États-Unis, le Japon a désormais cédé cette place à la Chine. Officiellement, la Banque du Japon justifie cette décision par des ajustements liés à la courbe des taux. Mais pour des économistes comme Frédéric Neumann de HSBC, cette explication ne tient pas. Il s'agirait plutôt d'une stratégie de couverture face à l'instabilité budgétaire américaine. Cette vente massive survient après plusieurs mois d'avertissements discrets émis par des responsables japonais de plus en plus irrités par la politique commerciale américaine et la volatilité du dollar. Selon Bloomberg, Tokyo explore activement des systèmes de règlement régionaux en yens, notamment avec les pays de l'ASEAN. Le message est subtil mais stratégique. Le Japon ne croit plus en la suprématie financière indéfinie des États-Unis et il se prépare à une nouvelle ère. En novembre 2024, le département du commerce américain a imposé une taxe de 25% sur les véhicules électriques japonais, invoquant des subventions jugées déloyales et des menaces sur la sécurité nationale. Tokyo a été pris de court et la riposte diplomatique a été immédiate. Le ministère japonais de l'économie a dénoncé des tarifs jugés disproportionnés et économiquement injustifiés. Le PDG de Nissan, Makoto Uchida, a averti que cette mesure pénalise l'innovation et perturbe les chaînes d'approvisionnement. Le conflit s'est encore envenimé après l'annonce de Toyota d'une batterie à électrolyte solide capable d'offrir 1200 km d'autonomie pour seulement 10 minutes de charge. Cette avancée technologique représente une menace directe pour les constructeurs américains encore dépendants des batteries lithium-ion. Au premier trimestre 2025, le Japon détenait plus de 48% des brevets mondiaux sur les batteries à électrolyte solide, selon l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Toyota et Panasonic ont d'ailleurs lancé une nouvelle plateforme de véhicules électriques, dont le lancement grand public est prévu pour début 2026. Résultat, les précommandes affluent déjà depuis l'Europe. Pendant ce temps, les États-Unis accumulent les retards. Ford et General Motors font face à des pénuries de batteries, aggravées par les restrictions chinoises sur le graphite. Ce déséquilibre technologique donne aujourd'hui au Japon un levier inédit dans ses relations commerciales. Selon le Wall Street Journal, les négociateurs japonais exigent désormais des exemptions de droits de douane en échange de partenariats technologiques stratégiques. Le rapport de force change, l'accès au marché contre la domination énergétique. Car la maîtrise des véhicules électriques n'est plus une simple question industrielle, c'est devenu un atout géopolitique. Washington est donc à la croisée des chemins, maintenir une politique protectionniste ou risquer de rater le virage de la mobilité du futur. Lorsqu'un acteur majeur comme le Japon se retire massivement du marché des bons du Trésor américain, ce n'est pas un simple déséquilibre passager, c'est la base même du système qui vacille. En février 2025, le taux des obligations à 10 ans est monté à 4,89%, un record depuis 2007, alors que la demande étrangère s'effondrait, selon MarketWatch. Le bureau du budget du Congrès a tiré la sonnette d'alarme, cette hausse des taux pourrait alourdir la charge d'intérêt de la dette de 270 milliards de dollars par an d'ici 2027. Tiffany Wilding, chef économiste chez PIMCO, a déclaré à Bloomberg que la perte d'acheteurs stables comme le Japon accroît la volatilité
et affaiblit la confiance mondiale dans la trajectoire budgétaire américaine. Simultanément, l'indice du dollar a chuté de 2,1% en 2 semaines, alors que des banques centrales, de la Corée du Sud aux Émirats arabes unis, réduisaient leurs réserves en dollars. Mais au-delà des chiffres, ce sont les ménages et les entreprises américaines qui paient la note hausse des coûts d'emprunt, incertitude croissante. Le dollar est-il toujours un refuge? La vente massive de 119 milliards par le Japon ne semble pas être un acte isolé, mais le symptôme d'un mouvement global. Depuis 2022, la part du dollar dans les réserves mondiales est passée de 59% à 54%, selon le FMI en mars 2025. Des banques centrales comme celles de Malaisie, du Brésil et de l'Arabie saoudite ont accru leurs investissements dans des actifs non libellés en dollars, notamment en yuan et en or. Pour Zoltán Pozsár, stratège chez Credit Suisse, c'est toute l'architecture du système financier mondial qui est en train de se fissurer. Le retrait du Japon n'est pas une simple faille, c'est une rupture. La version numérique du yuan représente désormais 5% des règlements transfrontaliers en Asie du Sud-Est. L'Inde, quant à elle, règle une partie de ses importations de pétrole en roupies, notamment avec l'Iran et la Russie. La décision japonaise ne fait qu'accélérer une mécanique déjà enclenchée. À mesure que la confiance dans le dollar s'effondre, le besoin d'alternatives devient urgent. Le vrai danger? Un monde monétaire fragmenté, instable, sans référence commune. La question n'est plus de savoir si un nouveau système va émerger, mais à quelle vitesse l'ancien va disparaître. Entre le 3 et le 6 février 2025, les marchés boursiers américains ont perdu 1700 milliards de dollars en capitalisation, le S&P 500 chutant de 5,4% en 3 séances, selon Bloomberg. Le déclencheur, une combinaison explosive de ventes de bons du Trésor japonais de hausse des taux de tension commerciale. Le climat s'est encore envenimé avec l'annonce par l'administration Trump d'une nouvelle série de droits de douane, cette fois sur l'électronique japonaise et les semi-conducteurs sud-coréens. Les analystes de BlackRock l'ont résumé sans détour. L'imprévisibilité politique est désormais le principal moteur de risque sur les marchés. De son côté, Moody's a placé la note souveraine des États-Unis sous surveillance négative, invoquant des déficits incontrôlés et une instabilité géopolitique croissante. Trump est-il responsable de cette chute? Le débat reste ouvert. Mais une chose est certaine, les marchés, eux, ont déjà tranché. Lui qui qualifiait l'année 2019 de grande performance économique de l'histoire américaine, fait aujourd'hui face à des indicateurs bien différents. En 2025, les fondations posées lors de son premier mandat semblent avoir accru les risques systémiques plutôt que renforcer la résilience à long terme. Le PIB avait culminé à 2,9% en 2018, mais les baisses d'impôts sur les sociétés prévues par le Tax Cuts and Jobs Act ont fait exploser le déficit fédéral à 984 milliards de dollars dès 2019. Et depuis, il n'a cessé d'enfler, atteignant 1900 milliards pour l'exercice fiscal 2024, selon le Bureau du budget du Congrès. Des économistes de la Brookings Institution estiment que cette dérégulation agressive, combinée à l'escalade des conflits commerciaux, a affaibli la position des États-Unis dans les chaînes d'approvisionnement mondiales, tout en aggravant les vulnérabilités inflationnistes. Pour Claudia Sahm, ancienne économiste de la Fed, le constat est clair, un stimulus sans réforme structurelle, c'est une montée d'adrénaline, pas de l'endurance. Ces gains artificiels ont masqué une instabilité profonde, qui s'est révélée dès que la confiance internationale s'est effritée. Pendant que Washington concentre ses efforts sur la confrontation avec la Chine, un autre allié historique adopte une stratégie plus subtile, le Canada. Discrètement, Ottawa réoriente ses dépendances économiques, s'éloignant de son principal partenaire commercial pour se rapprocher de l'Europe et de l'Indo-Pacifique. Au premier trimestre 2025, le Canada a finalisé un accord d'interopérabilité des monnaies numériques avec la Banque centrale européenne et la Banque de réserve d'Australie.
Parallèlement, le pays a renforcé sa stratégie sur les minéraux critiques, signant des contrats à long terme pour l'approvisionnement en lithium et en cobalt avec l'Australie et l'Union européenne, anticipant d'éventuelles restrictions américaines à l'exportation. Les chiffres sont révélateurs. Les échanges entre le Canada et l'Union européenne dans le cadre du CETA ont progressé de 16% en un an, tandis que les exportations vers les États-Unis ont reculé de 3,4% selon Statistique Canada. Comme l'a déclaré la ministre canadienne des Finances Chrystia Freeland, la résilience économique, aujourd'hui, c'est ne plus dépendre d'une seule économie, même alliée. Le Canada ne rompt pas ses liens avec les États-Unis, il se protège de leur instabilité. En janvier 2025, Trump a imposé une taxe de 200% sur le vin européen, invoquant les sanctions imposées par l'Union européenne contre les géants américains du numérique pour non-respect du RGPD. La réaction européenne a été immédiate. La France, l'Italie et l'Espagne ont saisi l'OMC et annoncé des représailles droits de douane sur les médicaments, dispositifs médicaux et pièces aéronautiques en provenance des États-Unis. Selon la Commission européenne, l'excédent commercial américain avec l'UE a chuté de 13,6 milliards de dollars en un mois. Les effets ne se sont pas fait attendre. Guillaume Faury, PDG d'Airbus, a tiré la sonnette d'alarme, avertissant que si l'escalade se poursuivait, les chaînes d'approvisionnement aéronautique pourraient se bloquer des deux côtés de l'Atlantique. En Californie, les exportateurs de vin ont vu leurs ventes vers l'Europe plonger de 22% en un trimestre, selon le Conseil américain pour les exportations viticoles. Chez JP Morgan, on évoque désormais un risque croissant de guerre commerciale ouverte entre les États-Unis et leur plus grand bloc allié démocratique. Ce qui n'était au départ qu'un geste symbolique devient un test grandeur nature. Jusqu'où Trump est-il prêt à risquer les intérêts commerciaux américains pour obtenir un gain politique ? En février 2025, la Cour d'appel du district de Columbia a ordonné à l'administration Trump de suspendre une nouvelle série de droits de douane punitifs visant les semi-conducteurs sud-coréens en attendant un examen judiciaire. Le tribunal a estimé que la sécurité nationale n'était pas menacée, donc les mesures étaient injustifiées. Mais Trump a ignoré la décision. La Maison-Blanche a invoqué la section 232 du Trade Expansion Act, malgré le jugement affirmant qu'aucune menace immédiate ne justifiait ces droits de douane. C'est l'un des rares cas où un président américain en exercice défie publiquement une décision judiciaire fédérale dans le domaine commercial. Pour le professeur de droit Bruce Ackerman de Yale, ce n'est plus un simple différend commercial, c'est une confrontation constitutionnelle directe. Il rappelle que la section 232 a été conçue pour des urgences réelles, pas pour servir de prétexte au protectionnisme. Le 2 mars 2025, le président de la Cour suprême, John Roberts, a publié une déclaration publique exceptionnelle dénonçant les abus de pouvoir de l'exécutif en matière économique. Ce communiqué faisait suite à plusieurs décisions de l'administration Trump d'ignorer les contrôles judiciaires sur les mesures tarifaires. Habituellement neutre, la Cour suprême a jugé nécessaire d'intervenir. Roberts a estimé que le mépris des décisions judiciaires sape la confiance mondiale dans les institutions américaines. Ces propos interviennent alors que les États-Unis sont confrontés à une explosion du nombre de briefs amicus déposés par des gouvernements étrangers inquiets de l'érosion de la sécurité juridique dans la politique commerciale américaine. D'après le rapport 2025 de la Banque mondiale sur la gouvernance mondiale, les États-Unis ont perdu 5 places dans le classement de l'indépendance judiciaire, passant derrière le Canada, l'Allemagne et même Singapour. La réaction des marchés ne s'est pas fait attendre. Selon le Crédit Suisse, les primes de volatilité sur les obligations américaines ont bondi, et les spreads de CDS à 5 ans se sont élargis de 14 points de base en une nuit. Le message de John Roberts ne s'adressait pas aux partis politiques, mais au marché. La crédibilité des États-Unis ne repose plus seulement sur leur économie, mais aussi sur leur capacité à faire respecter leurs propres lois. Le dollar reste dominant, représentant encore 54% des réserves mondiales, mais cette part est en déclin constant.
Elle était à 60,8% en 2020, selon le FMI, rapport de mars 2025. 13 banques centrales, dont celles du Brésil, de l'Égypte et de l'Indonésie, ont commencé à effectuer leurs échanges bilatéraux en monnaie locale ou via des alternatives numériques. Le système chinois de paiement interbancaire transfrontalier, le CIPS, a traité plus de 447 milliards de dollars de transactions non libellées en dollars au dernier trimestre, soit une hausse de 34% sur un an. De son côté, le projet BRICS-Pay, soutenu par la Russie, l'Inde et l'Afrique du Sud, prévoit un lancement officiel en juillet 2025. Objectif : offrir un réseau de paiement alternatif indépendant de SWIFT. Comme l'a déclaré Janet Yellen, ancienne présidente de la Fed, lors d'un discours au Council on Foreign Relations, nous entrons dans un monde sans centre de gravité, fait de sphères d'influence concurrentes, où les règles économiques s'écrivent en temps réel.